Bien, bienvenue à tous. On a lancé la constitution d'une liste il y a quelques mois de ça, et on l'a fait de manière citoyenne, c'est-à-dire venir tous ceux qui voulaient venir. Et aussi, on s'est axé fortement sur l'aspect environnemental, parce qu'on pense que c'est très important. Et donc, pour cette réunion ici à Roquefort, on a pensé que les thèmes de l'environnement, de l'agriculture et la problématique de l'assainissement qui nous concerne de près pourraient être, disons, ceux évoqués plus largement. Et comme je l'ai dit comme on l'a écrit sur les invitations, aussi répondre éventuellement à vos questions, à vos demandes dans d'autres sujets qui vous intéressent bien sûr. Sur les problématiques environnementales et agriculture, c'est Jean-Pierre qui va intervenir. On se partage la tâche. On est parti du principe que l'honesté citoyenne, elle était citoyenne si tout le monde avait quelque chose à dire. Et si ce n'était pas uniquement celui ou celle qui est devant qui parle. Donc on fonctionne comme ça, et dans chaque réunion qu'on a organisée déjà, et dans toutes celles qu'on organisera, et toutes les rencontres, ce sera toujours plusieurs personnes qui vont intervenir et pas seulement moi. Donc je laisse la parole à Jean-Pierre pour faire une petite intervention sur le programme, pour vous présenter ce qu'on va faire brièvement. On va essayer d'évoquer les trois sujets dont j'ai parlé, dont je viens de parler, environnement, agriculture et le problème de l'assainissement, assez en détail, mais sans prendre trop de temps. Voilà, à toi. Donc la Bidule, c'est une situation un peu particulière où effectivement c'est un grand territoire naturel, arboré, c'est un des plus grands du département, si ce n'est le plus grand. C'est aussi une zone agricole qui est relativement importante, qui est essentiellement cultivée en vigne à l'heure actuelle. Globalement, la zone d'agriculture est quand même bien exploitée. Il reste quelques friches sur des quartiers qui sont un peu plus problématiques, surtout lorsqu'ils ont été encapsulés autour de maisons hautes, où ça laisse des petites parcelles, et d'où la difficulté de pouvoir les utiliser et les exploiter en travail agricole. Et donc la partie urbanisée, bien entendu, je crois que c'est 10% à peu près sur le territoire. Donc effectivement, on a une densité urbaine qui se crée et qui descend, bien entendu, vers Cassis, vers Allemagne, à l'heure actuelle. Au niveau de l'agriculture, donc notre idée, c'est de voir comment on pourra exploiter justement ces friches qui sont là. Le PLUI qui s'est terminé, ça a été donc signé fin janvier, a bloqué quand même pas mal de zones qui sont restées agricoles. Et donc savoir comment finalement permettre aux propriétaires qui sont dans ce cas-là et dans les endroits où il y a effectivement des friches, comment faire pour lancer des projets, parce que je crois que si effectivement les zones restent agricoles, il faut quand même qu'après on puisse trouver des projets et voir ce que l'on peut faire là-dessus. Alors actuellement, c'est vrai que la vigne a le vent en poupe, avec un petit bémol sur les problématiques américaines qui font qu'effectivement il y a quand même des problèmes de vente actuellement qui impactent d'ailleurs les viticulteurs ici. Mais globalement, le vin se vend bien et c'est vrai qu'il y a de la demande. Je vais parler peut-être de moi, mais je pense que je suis un cas d'exemple où effectivement j'ai des terres agricoles qui sont au quartier des Michel. Il y a 4 ans, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on allait faire de cette terre agricole, puisqu'il n'y avait plus de vignes, il y avait de la luzerne. Et on a monté donc un projet avec la SAFER, avec la Chambre d'agriculture, et on a lancé une demande pour des terres en vigne. Il y a eu pas mal de demandes, parce que même sur Cassis, il y a eu des demandes dessus. In fine, donc, le projet a été fait avec Barbado, qui a
qui a planté, qui finit cette année de planter ces 2 hectares de vignes sur le bord de colline. Donc les projets sont possibles. Alors le montage, c'est vrai que pour les propriétaires, ça peut faire un petit peu peur. Parce que c'est vrai que les bails ruraux peut être un peu donner l'impression de spolier un petit peu le propriétaire. C'est un petit peu comme les bails commerciaux. Tant qu'il y a un paysan dessus, bien entendu, c'est des bails qui sont automatiquement reconductibles. Mais actuellement, il y a quand même pas mal de solutions de bails autres que ces bails-là. Nous, avec Bordano, on a fait un bail de 25 ans. 25 ans, ça a permis de pouvoir exploiter les vignes. Les vignes sont considérées à la fin du bail comme amorties. Donc le bail se fait avec un acte notarié, donc tout est écrit. On peut donc voir les conditions qui sont à la fois valables pour celui qui va exploiter les terres et le propriétaire. Et in fine, au bout des 25 ans, le bail est arrêté et peut repartir et les vignes appartiennent au propriétaire. Donc c'est des choses qui font que autour de chez moi, il y a des friches qui sont là, qui pourraient être exploitées en ligne. Et donc effectivement, il y aurait des solutions pour les propriétaires qui sont dans ce cas-là. Alors, il y a aussi d'autres cultures. Il y a d'autres cultures possibles. Bon, là, je parle des vides parce qu'effectivement, c'est ce qui vient à l'idée. Après, effectivement, actuellement, il y a certainement des possibilités autres sur l'exploitation. Il y avait autre chose que des vignes avant à la Védoune. Donc, ça peut être effectivement des fruitiers. Ça pourrait être aussi des projets sur lesquels on n'a pas forcément pensé. Alors, l'idée, c'est que au niveau de notre projet de liste, c'est tout simplement de faire appel à toutes les instances et tous les techniciens qui peuvent nous aider à trouver ces projets-là. À ce moment-là, la mairie, son rôle sera d'être un catalyseur, d'apporter cette dynamique-là et de faire rencontrer en fait les propriétaires. Ça peut être la Chambre de culture, ça peut être la SAFER, et ça peut être aussi des organismes. Je pense à la DR13 par exemple qui permet à des porteurs de projets agricoles de justement les mettre en lien avec des possibilités de terrain ou de projets qui peuvent être faits. Et donc là peut surgir des idées auxquelles on n'a pas pensé. Ça peut être je pense par exemple, on a passé pendant quelques temps au safran, c'est quand même un marché de niche, mais bon, c'est une idée. Mais on peut penser aux capriers, les amandiers sont aussi des cultures qui s'exploitent bien, ça peut être des grenadiers, enfin toutes les cultures, ça peut être aussi les plantes aromatiques. Les plantes aromatiques, ça se fait bien à l'heure actuelle, c'est les cultures sèches. Ça correspond aussi à ce que peut avoir comme terrain intéressant là-dessus sur le fond de la Védoune. L'autre idée aussi, c'est qu'il y a quand même des terres, il y a de l'eau, la Védoune, de l'eau souterraine, et il y a des quartiers qui sont quand même bien irrigués, où il y a un potentiel de potager. Donc là, on peut passer sur de l'agriculture périurbaine. Alors là, la communauté urbaine de Marseille a des projets sur justement l'agriculture urbaine, et les villes aux alentours, on travaille là-dessus. Je pense à la Ciotat, par exemple, qui essaye de lancer justement ces projets de culture urbaine dans les parcelles qui sont encore qui sont là. Ça peut être des petites niches. Et là, différents projets peuvent voir le jour. Ça peut être des projets professionnels, et ça peut être aussi des projets de type associatif. Un potager, ça peut être fait sur 1000 mètres, sur 1 hectare. Et donc là, on peut envisager soit des jardins solidaires, par exemple. Un exemple, à la Ciotat, il y a le CCRS, donc le Comité d'action sociale, qui a monté ce projet depuis maintenant 8 ans. Et donc, ils ont un jardin solidaire qui alimente le marché solidaire de la Ciotat. Ils produisent quand même 3,5 tonnes par an de légumes, de tomates, et c'est fait sur une parcelle, donc avec un projet de quelques mètres. Donc ça, effectivement, c'est un projet solidaire qui peut être envisagé. Il y a d'autres villages qui ont fait ça, et ça peut bien fonctionner. Donc là, il y a d'après moi beaucoup de possibilités par une mairie pour arriver à avoir des terrains, donc en accord avec le propriétaire, bien sûr. Ça peut être de la location, il y a des bails qui sont adaptés à ça, il y a des bails SAFER, il y a des bails précaires, il y a des bails de petites surfaces, etc. Donc il y a des tas de projets qui peuvent être faits. Là aujourd'hui, je suis allé par exemple à Gardanne, il y a une structure qui s'appelle les Ateliers de Gaïa, qui est une structure en insertion, qui
qui existe depuis 10 ans, dont nous on travaille ensemble avec la SOTA sur notre structure d'insertion, les Jardins d'Espérance, et eux font du maraîchage avec des personnes d'insertion. Donc il y a une vingtaine de personnes qui travaillent, ils ont 3 hectares de terrain et ils font du maraîchage là-dessus. Le terrain appartient à la municipalité, à Gardanne, pour une partie, et ils ont un projet actuellement qui est suivi de près par un adjoint de la mairie sur du maraîchage en permaculture, et le but c'est d'alimenter une cuisine centrale. Donc ils vont alimenter en matière première les cuisines qui pourront aller sur des écoles ou des structures qui sont dans la municipalité. Alors bien entendu, une question d'échelle, hein, Gardanne c'est quand même plus important que la Bédouc, comme la SOTA, mais je pense qu'à la Bédouc, en gardant l'échelle sur la Bédouc, il y a des projets possibles à faire là-dessus, sur justement ces zones qui sont agricoles et qui sont peu ou pas exploitées du tout. Pour compléter, la vision qu'on a, c'est une vision globale des choses. C'est-à-dire que l'agriculture, pour nous, elle rentre dans une vision de défense de l'environnement, bien sûr, pour tisser du lien à travers les jardins partagés, par exemple, et des choses comme ça, les jardins solidaires. Et aussi, disons, pour aller vers des projets de type cantine bio avec comment dire, un approvisionnement local, etc. C'est un ensemble. L'agriculture, on ne la voit pas comme quelque chose qui est à part, et ça fait partie intégrante de la vision qu'on a du développement de la commune. En termes économiques, parce que il faut voir cet aspect-là aussi, hein. Des terres en friche, elles ne rapportent rien, alors que des terres cultivées, elles rapportent déjà du travail à des gens, et ensuite des revenus aussi à des gens. Et donc c'est un moyen aussi d'activité supplémentaire. Il y a une idée aussi, c'est de récupérer des terres. Et il y a un domaine qui n'est pas loin, qui s'appelle le domaine des Julans. Et c'était un domaine où il y avait énormément d'agriculture, puisqu'il y avait des vignes, il y avait des oliviers, il y avait des tas de choses comme ça. Et on essaiera de passer un accord avec les propriétaires de ce château et de ce domaine qui est quasiment à l'abandon. Et donc, peut-être qu'il est possible d'y faire quelque chose si on a des agriculteurs et des gens qui veulent s'y installer. On essaiera de faire quelque chose pour récupérer ces terrains et pour les mettre à la disposition des agriculteurs. Par rapport à l'environnement aussi, donc vas-y. Pour l'agriculture. Bon, il y a aussi 2 autres volets sur l'agriculture. Bon, là, on a parlé du volet un petit peu social, un petit peu d'une structure d'urbanisation et de terrain agricole. Il y a quand même aussi une notion dans les zones agricoles, c'est qu'ici sur la Bédouc, on est quand même une des rares zones où il y a encore de l'agriculture qui va à la fois faire un tampon entre la zone urbanisée et la zone naturelle. Et ça, c'est quand même une protection contre les incendies. Souvent, quand on va sur Marseille ou sur Haute, souvent on a une zone qui va être, ça peut être même le parc national avec Marseille, et on a une zone urbanisée. Donc à la Bédouc, on peut quand même avoir des bandes qui vont être, les vignes sont quand même une protection contre les incendies qui sont quand même efficaces. Et donc l'idée, c'est que si on avait des cultures qui se font en tampon, ça peut être quand même intéressant pour ça. Je pense que dans l'avenir, ça sera de plus en plus important. On va voir ce qui se passe un petit peu plus vers le sud. Et je pense que c'est bien de commencer à envisager des formes de protection et de conception d'un ensemble qui va toucher l'humain et la nature, et faire ces zones qui sont des zones un petit peu des zones tampons et qui vont aller doucement vers les zones naturelles. Donc, ce volet-là. Et ensuite, pour la Bédouc, il y a quand même aussi un volet économique, comme tu disais, mais bon, il y a quand même des vignes, il y a quand même du bovin, et c'est quand même une image qu'on peut quand même exploiter. Alors bon, les cultivateurs ne nous attendent pas pour
pour donner une bonne image de leur production. Mais justement, le village pourrait peut-être en bénéficier aussi. Et ça peut toucher le tourisme. Donc dans notre projet, on parle d'office du tourisme. Et ça peut être aussi une mise en avant justement de cette image de marque qu'on a déjà un petit peu et qui pourrait quand même bénéficier sur l'ensemble de la commune, quoi. Et je pense que ça sera un projet intéressant à travailler avec les viticulteurs là-dessus. En lien avec ce que vient de dire Jean-Pierre, on va créer un office du tourisme dans les locaux qui vont être attribués à la mairie dans le centre-ville. Donc on créera un office du tourisme avec des expositions permanentes, avec des renseignements qui concernent tous les touristes qui viennent, c'est-à-dire tout ce qui est logement, etc. Et ensuite, on mettra en place le dimanche tous les dimanches au centre du village, une animation de différents types pour recréer du lien et pour mettre en valeur tout le patrimoine de la commune et faire en sorte que les touristes qui passent restent. Parce qu'aujourd'hui, les touristes passent et ils ne restent pas. Ils ne restent pas sur la Védou ou très peu. Et on veut les amener à y rester un peu plus. Donc à créer les conditions pour qu'ils y restent. Il ne s'agit pas c'est pas d'incantation. Hein. On ne peut pas dire bon, il faut qu'ils restent. Non, mais si on ne fait rien, ils ne peuvent pas rester. Et donc ensuite, par rapport au volet environnemental, évidemment, en lien avec l'agriculture, il y a aussi la défense non seulement des terrains, mais aussi de notre environnement général. Et donc, on mettra en place toute une politique de réduction des déchets, de traitement, de compostage, etc. Donc, Jean-Pierre peut développer. Bon, alors la gestion des déchets, c'est vrai qu'en plus il va y avoir des législations qui vont changer, donc il y aura des obligations au niveau de la gestion de ces déchets. Bon, le compostage, c'est vrai que la situation de la Védou fait qu'effectivement il y a beaucoup de jardins, il y a beaucoup de maisons individuelles, beaucoup de jardins, donc effectivement beaucoup de potentiel. Le compostage, effectivement, ça permet de récupérer les déchets organiques. Ça permet surtout de les réduire, c'est-à-dire que même à la limite, si on n'utilise pas forcément le compost qui va être créé, la réduction de déchets qu'on va mettre dans des petits composteurs, c'est quand même important. Ça fait des coûts aussi moindres au niveau de la gestion des déchets, parce qu'on les paye quand même à chaque fois qu'une commune met des déchets, je crois qu'il y a quand même des coûts importants. Et c'est vrai que ça peut aussi... c'est toujours une vision globale, c'est-à-dire qu'effectivement, faire du compostage, on peut imaginer des compostages sur une copropriété, sur plusieurs jardiniers qui vont se réunir. Nous, on a fait une expérience avec l'association Zero Waste qui est sur la Bédoule, avec donc des personnes qui s'est créée, qui est dynamique. C'est une ONG qui travaille essentiellement d'une part sur la gestion des déchets, mais aussi comment en produire moins. Donc, qui a mis en place des actions zéro déchet, etc., et qui fait de la pédagogie sur justement comment une famille peut réduire de façon importante tous ces déchets. Et ça a été fait, ça a été mis en place. Donc, il y a une vingtaine de familles à peu près sur la zone. Donc, on a fait quelques actions. Donc là, pour ma part, j'ai fait justement un atelier compostage, où il y avait quand même une vingtaine de personnes qui étaient intéressées. Et du coup, comme il y avait des personnes qui n'avaient pas de jardin ou très peu de place ou autre, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Donc moi j'ai un peu de place, donc j'ai mis en place un composteur. Et les personnes passent une fois par semaine sur le chemin, ils mettent leurs déchets. Et ça fait... c'est informel, hein, mais ça fonctionne. J'ai un composteur. La déchetterie ne peut pas faire un système. Alors, il y aurait peut-être des possibilités justement Tu mets tes déchets à la déchetterie. de mettre des déchets, oui, tout à fait. Alors, il y a des communes qui le font. C'est pas simple, mais ça peut se faire. C'est une question de volonté, de mise en place. Ça peut aller de la mise en place d'un broyeur, qui va être mis en place sur un endroit et un broyeur communal, hein, ça se fait. On pourra récupérer le broyeur, etc. Et comme effectivement, on pourrait mettre en place un compostage. Là, effectivement, ce sont des projets qui sont
faut être honnête, hein, c'est pas facile à mettre en place, mais c'est possible. Et c'est surtout une question de volonté des habitants, que là, encore une fois, que l'équipe municipale insuffle ces dynamiques et soit vraiment aux côtés des gens qui veulent monter ces projets-là, quoi. Voilà. D'autant que les chiffres montrent que sur Fort-la-Bédoule, on est en retard par rapport à la manière dont on traite les déchets. On est en retard sur les autres communes. On économise moins, on trie moins, et voilà. Et donc il faut qu'on rattrape ce retard. Il y a un autre aspect par rapport à l'environnement, il y a un autre aspect sur lequel je voudrais juste dire deux mots, c'est aussi l'aspect transport. Les transports, ça, évidemment, ça pollue, et donc dans notre idée, il faudra qu'on essaie de faire en sorte de polluer. Pour polluer moins, il y a deux solutions. La première, c'est le transport collectif, et la deuxième, c'est le vélo. Donc on s'attachera à mettre en place des pistes cyclables, et en ce qui concerne Roquefort, vous savez très bien que la route qui descend jusqu'à la Bédoule, elle est extrêmement dangereuse. Inutile de rappeler les accidents qu'il y a eu. Donc nous on avait rencontré, moi j'avais rencontré au début du mandat des gens du département pour faire évoluer ce dossier-là pour qu'il y ait des aménagements. Et donc il y avait eu des engagements qui avaient été pris à ce moment-là, et notamment pour réaménager la route, trottoirs, pistes cyclables, ralentisseurs, etc. Malheureusement, c'était le début du mandat, donc 2015, juste après certains accidents, et il ne s'est rien passé depuis. Donc ça, c'est un dossier qu'on reprendra avec force, parce que c'est un dossier extrêmement important. Et la deuxième des choses qu'on proposera, c'est un système de navette, si possible gratuite, ça sera mis à l'étude, qui ne partent pas du centre de la Bédoule, mais qui partent d'ici. Donc qui aillent jusqu'à Cassis, jusqu'à la gare de Cassis, qui desservent le village, et qui soient en continu, et qui puissent amener des gens. Il y a énormément de gens qui vont à la gare de Cassis pour prendre le train. Le parking est bondé, et tous ces gens-là descendent quasiment tous seuls. Donc l'idée de mettre en place une navette de ce type-là, elle rejoint aussi bien sûr la préoccupation environnementale. C'est pour rendre service aux gens, mais c'est aussi pour protéger un petit peu notre planète. Il y a un service qui a été mis en place à la demande du maire de Cassis. Elle a réussi à obtenir une ligne de bus supplémentaire par la métropole pour emmener les gens de Cassis jusqu'au Brégadan, c'est-à-dire sur la route de Cassis. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais il aurait fallu sauter sur l'occasion et dire à Madame Millon, à Cassis, attendez, mais nous, à la Bédoule aussi, on est demandeurs, on se met avec vous, et à la place de s'arrêter au Brégadan, si elle pouvait venir au moins jusqu'à la Bédoule, cette ligne, ça serait pas mal, quoi. Voilà. Bon, ça n'a pas été fait, malheureusement. Et oui, et le deuxième endroit qu'on desservirait, c'est la zone d'entreprise d'Appel-Nicaire, parce que sur la zone d'entreprise, il y a maintenant environ 8 à 900 emplois, environ, parce que c'est jamais très précis, hein. Il y a des entreprises qui annoncent un certain nombre d'employés, mais ils ne sont pas tous sur ce site-là, ils sont sur un autre site. Mais en fait, il y a une centaine d'entreprises, et on s'est aperçu que l'immense majorité des gens qui travaillent sur la plaine du Caire ne vivent pas à la ville. Et donc ils ont besoin de transport, et ils ont besoin de se déplacer. Tout ça lié à l'environnement, hein, on est d'accord, lié à l'aspect protection de la nature et de l'environnement. Si vous avez des questions. Oui, il y a aussi un volet quand même important sur la Bédoule, c'est l'aspect vraiment nature de l'environnement, parce que effectivement on a une grande zone. Je pense qu'à la Bédoule il y a une grande richesse faunistique et de flore, et un milieu géologique. Enfin, donc il y a plein d'éléments qui ne demandent qu'à être mis en valeur. Je pense que même au niveau des Bédoulins, beaucoup de gens sous-estiment la richesse qu'on a sur ces terres-là. Et je pense que là, il y a un travail qui serait vraiment intéressant à faire pour mettre en valeur ça. D'une part, pour que les habitants sachent où ils habitent, pour leur donner une conscience et un respect et une idée de mise en valeur du lieu où ils sont. Et ensuite, toujours pareil, hein, il y a de l'économie, et je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire au niveau touristique qui
soit vraiment adapté à la situation de la ville. Parce que pour ma part, je n'ai rien contre le tourisme, mais j'ai beaucoup lorsqu'il est géré par des gens qui ne voient qu'un intérêt financier sur le tourisme. Je pense que le tourisme, ça peut être intéressant quand c'est les gens qui habitent, qui le gèrent, avec leur conviction et avec évidemment le fait que l'économie qui s'en dégage rapporte au village, aux gens qui habitent. Donc ce sont des choses importantes et il y a plein de richesses humaines dans le village qui font qu'il y a des connaissances ça peut être sur la faune, sur la flore, et ça rejoint aussi l'éducation, hein. Donc c'est un travail qui peut être fait aussi avec les écoles. Et donc il y a beaucoup de choses qui pourraient se mettre en place là-dessus. Il y a beaucoup aussi d'usagers, comme on dit, de la nature, hein. Alors bon, il peut y avoir les chasseurs, il peut y avoir les marcheurs, les randonneurs, ceux qui font le vélo, etc. Et donc tout ça pourrait se mettre un peu en lien pour justement voir comment on pourrait être à la fois usager, mais respectueux et mettre en valeur cette richesse qu'on a sur notre territoire. Ouais. Si vous avez des questions ou des remarques sur ces sujets-là. Bon, une petite remarque par rapport au navettes. Il y a eu une expérience de fête il y a en 2003-2004 de fête où je vous assure, j'étais tous les jours dans mon jardin, passais une navette bleue, petit bus, il y avait maximum, je dis bien, pas tous les jours, hein, une personne. Alors, une personne, j'ai jamais vu deux personnes. Je vous assure, j'étais là pendant 18 mois tous les jours. Alors, pour dire que c'est une bonne idée, mais il faut qu'elle soit d'abord une demande, une possibilité pour les gens. Voilà, ça ne peut pas se faire avec une maquette. Alors, je parle que du quartier, hein. Moi je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais pour Roquefort-la-Ville, il y avait une personne, quand il y avait une personne. C'était le bus à la demande? Non, c'est des bus de la Martinique. C'était une fois le matin, une fois le soir. Je peux te répondre très facilement. J'étais déjà au conseil à ce moment-là. Quand ça a été mis en place, d'abord ça a été mis en place, comme tu dis, de manière, voilà, c'est la métropole, à l'époque MPM qui a proposé une ligne comme ça. Bien, nous, quand je dis la commune n'a rien fait là-dedans, hein. C'est-à-dire qu'elle a pris le bébé et puis elle lui a dit, voilà, vous avez ça à votre disposition. Il y avait deux problèmes. Le premier, c'est la fréquence, c'est les horaires. Et ce bus qui était censé desservir la gare de Cassis, il avait des horaires tels que la plupart du temps, il arrivait après le départ du train, où il repartait 1h30 après l'arrivée du train de Marseille ou de Toulon. Donc c'était pas du tout adapté. Donc la fréquence et les horaires. Et puis le paiement, à quoi ça sert? Ça sert à rien. 1 euro, un billet d'1 €, à la fin, l'exemple de la gratuité des transports à Aubagne, j'ai bien étudié le dossier parce que les gens qui l'ont mis en place, j'ai travaillé dessus et j'ai rencontré aussi quelqu'un qui s'appelle Paul Arias qui est spécialiste des questions de services publics, etc. Donc la gratuité des transports à Aubagne n'a rien coûté. Elle n'a rien coûté à la commune. D'accord? Donc ça n'est pas, comment dire, il ne faut pas en avoir peur, quoi. C'est une question d'organisation. Mais surtout, tu dis, effectivement, il faut la demande. La demande, déjà, j'allais presque dire, il faut la susciter. C'est-à-dire que si on ne pose pas la question aux gens, évidemment, ils ne vont pas dire, je veux ça ou je veux ça. Donc déjà, il faut la poser la question. Et ensuite, donner les éléments. C'est-à-dire que si on dit aux gens comme ça, on met une navette en place, sans préciser ce que c'est une navette. C'est pas un bus, c'est une navette. Une navette, ça veut dire que ça tourne toute la journée. Hein. C'est un bus qui va faire un circuit toutes les demi-heures au moment des heures de pointe. Peut-être pas forcément à mi-journée, mais il va y en avoir dans la journée 10, 12, 15 rotations. C'est ça une navette. Hein. Donc là, on rentre dans une autre logique de transport, de développement d'un transport collectif. Si on se contente de dire bon, on met un bus, comme le bus à la demande, il existe, il fonctionne quasiment pas. Ça
ça marche pas. Déjà, il faut répondre, mais même, il fonctionne quasiment pas. C'est une autre démarche. Bon, après, tout ça, c'est des problématiques. Je disais tout à l'heure, on a du retard sur le traitement des déchets, par exemple. On a du retard sur la vision du déplacement sur la commune. On a du retard. On n'a jamais été force de proposition. On n'a jamais, comme je disais tout à l'heure, avec la métropole, on n'a jamais essayé d'aller plus loin dans ce qu'on nous propose. Et aujourd'hui, on est dans une situation où, selon où on veut aller, en partant de la Védoule, des jeunes qui n'ont pas de moyens de locomotion, c'est galère. Hein. Je vous dis, c'est galère. Alors bon, on nous dit tout le monde a une voiture. Certes, mais peut-être que si on avait d'autres solutions, il y aurait moins de gens qui prendraient. En fait, il faudrait une analyse des besoins aussi. Oui, au préalable. Oui. Bien sûr, il faut que ça corresponde à ce qu'attendent les habitants. Après, c'est vrai qu'en effet, je vais prendre un exemple entre la Ciotat et la Védoule. Et déjà, sur Aubagne, c'est compliqué. Nous, on a sur notre structure d'insertion, on a par rapport à des personnes qui habitent à la Ciotat, on peut leur trouver des stages ou des choses à faire sur Aubagne ou même sur la zone du Caire. C'est compliqué. C'est compliqué parce que en général, c'est des personnes qui ont pas de moyens de transport de voiture et donc faire le trajet. Et ensuite, ça exclut, c'est-à-dire qu'en fait, les villages, il y a l'esprit villageois, il est lorsque effectivement il y a un truc fermé qui se fait entre chaque village. Et donc le transport facilité, c'est justement l'ouverture, parce que finalement les habitants prennent l'habitude d'aller transiter, d'aller sur. En fait, la communauté urbaine, c'est peut-être le bon côté de la chose, c'est qu'on s'ouvre finalement. Et il y a des travaux actuellement qui sont réalisés parce que la communauté urbaine prend conscience de beaucoup de choses, et notamment sur l'exclusion. La communauté urbaine crée des richesses, mais elle exclut. Et en fait, il y a des disparités énormes entre les gens les plus aisés et les moins aisés. C'est une analyse qui a été faite, non pas par nous, mais à l'intérieur de la métropole. Par les gens qui travaillent à la métropole. Donc la métropole se pose des questions sur la cohésion sociale, sur les politiques de la ville, etc. Et donc maintenant, ils parlent de, au début je trouve que c'était un mot peu fumeux, mais il veut bien dire ce qu'il veut dire, une métropole inclusive. C'est-à-dire que la métropole doit inclure les gens et doit être au service des gens. Et donc effectivement, toutes ces problématiques de transport, etc., c'est de dire, quelqu'un qui habite à la Védoule, il pourrait quand même avoir des facilités pour aller, ça peut être simplement pour aller voir des spectacles sur Marseille, ou tout le monde se déplacer sur la Ciotat, et puis travailler sans problème, sans avoir une obligation de prendre une voiture ou autre s'il a besoin d'aller travailler autre. Hein. Je vais donner. Il y a même des choses qui vont se passer, c'est que malheureusement les services administratifs sont en train de disparaître. Et par exemple, en ce qui concerne les impôts, la Ciotat, ça va être par exemple spécialisé pour les impôts aux entreprises. Donc même les gens qui ont des entreprises sur Aubagne, le jour où ils voudront aller voir leur percepteur ou avoir un problème à régler de visu, il faudra qu'il aille à la Ciotat. Et à Aubagne, ils vont s'occuper des impôts sur le revenu des personnes. Donc les gens qui habitent à la Ciotat, ils rempliraient sur la Ciotat, ou ils se démerdent avec Internet, ou alors il faudra qu'ils aillent sur Aubagne. Et ça veut dire qu'après, tous les transports, etc., toute cette vision globale qu'on doit avoir sur les choses, elle doit se mettre en place. Et ça en fait partie, je pense. Dans ce domaine-là, la métropole, il faut la solliciter absolument. L'exemple que je viens de donner de Cassis, de Mme Milon, c'est un bon exemple. Hein. On la sollicite pour avoir quelque chose de plus. Et après, quand on veut, on peut même faire des choses qui sont complètement stupides parce que, par exemple, à la Ciotat, au casino, il y a un bus qui vient de Marseille, qui est métropolitain, pour amener spécifiquement les gens au casino de la Ciotat. Moi je dis délire. Avant c'était des casinos, des taxis qui les amenaient au casino des taxis gratuitement. Parce que c'était des joueurs qui laissaient passer. Mais donc je veux dire, c'est faire un casino. mettre un bus à disposition pour aller au casino, on pourrait le faire pour aller à la gare de Cassis. Bien, bon, s'il y a d'autres questions. Moi j'aimerais connaître votre position par rapport au parc national des Calanques et le parc naturel régional de la Seine-et-Baume. Le parc national des Calanques nous a été, on va dire,
posé, hein, c'est-à-dire on a été mis dedans d'office, et puis après, différentes péripéties, différentes négociations, on s'est retrouvé à ne plus être cœur de parc. Bon, donc et à être en bordure du parc en fait. Ce qui est quand même plutôt une bonne chose, parce que cœur de parc, moi je sais pas, je vois pas à quoi ça pouvait nous conduire à ce moment-là. Et par contre, à ce moment-là, moi j'avais milité déjà pour rentrer dans le parc régional à Sainte-Baume, qui est un parc à taille plus humaine, et avec les communes autour de Sainte-Baume, je pense qu'on a quand même beaucoup à faire. Donc aujourd'hui, il y a eu non pas une intégration, mais la commune de Roquefort-la-Bédoule a été acceptée dans le parc régional des Calanques, le parc régional de Sainte-Baume, pardon, a été acceptée comme membre partenaire. Non, les communes associées. Commune associée. Oui, commune associée. Donc on paye de mémoire 4 ou 5 000 euros par an pour en faire partie. On espère qu'on en aura des retombées. En tout cas, si nous sommes aux commandes, c'est un axe dans lequel on va être extrêmement actif, parce que l'environnement, ça ne s'arrête pas aux portes de la commune, et donc notre préoccupation environnementale, il est évident qu'elle doit se poursuivre avec les communes environnantes. Donc là, l'histoire du parc national, c'était une longue histoire. C'était cloche-mère. C'était un peu cloche-mère. Moi, pour ma part, j'étais plutôt favorable. Je me suis fait bien taper dessus pour ça, mais bon. Non, moi aussi, mais pas cœur de parc. Mais disons, voilà, c'est sûr qu'après, il y avait bien entendu des choses à négocier. Enfin bon, c'est de l'histoire ancienne. Par contre, ce qui est quand même dommage, c'est que le parc régional, c'est parti déjà de 2012, donc, puisque le maire en avait parlé, et qu'on n'a pas fait grand-chose depuis. Donc là, depuis quelques mois, on s'active, donc on participe à des réunions, on participe à beaucoup de choses. J'ai demandé à M. Orjas quel était le travail, parce que c'est bien de participer à des réunions, mais quel était l'impact sur la vidéo, quelles étaient les retombées positives de ce projet-là. J'ai pas eu de réponse. Alors effectivement, les communes associées, je ne sais pas trop ce que ça veut dire honnêtement à l'heure actuelle, d'autant plus qu'on n'a pas de possibilité de vote sur les actions qui sont faites avec les communes qui, par contre, sont intégrées au parc. Et là, je pense que c'est dommage, on a raté le parc, parce qu'effectivement, si on avait vraiment mis le paquet pour rentrer dans le parc régional en même temps que Cuges, je crois qu'il y avait Gemnos. Enfin voilà, donc le parc Sainte-Baume, on pourrait être à ce moment-là partie prenante dans les projets du parc régional. Et bon, ça a un impact. Alors le parc régional, c'est quand même moins impactant il y a quand même moins de projets qu'un parc national, mais bon, il y a quand même des choses qui se mettent en place sur le parc, sur la Sainte-Baume. Et puis surtout, ça fait une dynamique. À Cuges, ils sont en train de travailler sur l'agriculture à Cuges. Pourtant, l'agriculture à Cuges, elle n'est pas flambante, mais il y a des choses qui se passent, et effectivement, il y a des projets qui se mettent en route avec cette image de parc régional. Ici, je ne sais pas si pour les gîtes ou tout ce qui peut être l'hébergement pour touristique, si on pourrait à l'heure actuelle bénéficier de cette image-là. Je ne sais pas si on pourrait mettre intégré dans le parc ou gîte ou hébergement du parc régional de la Sainte-Baume. On ne sait pas. Tu ne peux pas mettre un petit membre, mais tu peux mettre communal. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, si on a la possibilité, ça sera de monter au créneau, d'être présent. Parce qu'encore une fois, ça ne vient pas tout seul. Si on n'est pas présent, si on n'est pas là, on nous oublie. Donc si on veut avoir des parties prenantes dans des projets avec le parc régional, il faudra être là. Et il faudra montrer qu'on a vraiment envie de participer à ce projet-là. Et je pense que Roquefort-la-Bédoule a vraiment ce que je disais tout à l'heure, on a quand même un territoire qui est vraiment adapté à ça, et je pense qu'on aurait vraiment des choses intéressantes à faire avec le parc et dans les projets. Au moment où il y a eu le débat du parc des Calanques et du parc régional de la Sainte-Baume, moi je suis intervenu plusieurs fois en conseil municipal par des questions en demandant qu'on se rapproche du parc régional de la Sainte-Baume, compte tenu
du pataquès que représentait le parc des Calanques avec des revirements, des retours, etc., etc., il me semblait plus intéressant pour la commune de tabler sur le parc régional de la Sainte-Baume. Et il nous a été répondu, il m'a été répondu à plusieurs reprises que ce n'était pas possible parce qu'on avait décidé pour nous, c'est-à-dire le préfet, avait décidé pour nous, pour la commune, que nous étions dans le périmètre pertinent, si c'est comme ça qu'on disait pour MPM aussi et pour la métropole, dans le périmètre pertinent du parc des Calanques. Moi, c'est des propos qui me choquent un peu parce que c'est les autres qui ont décidé pour nous qu'on devait aller là et qu'on ne pouvait pas aller de l'autre côté. Il me semble qu'on aurait pu résister à ça. Voilà. Je regrette qu'on n'ait pas pris le train du parc régional de la Sainte-Baume au moment où il aurait fallu le prendre. On ne serait pas commune associée, on serait commune membre. Moi j'interviens parce que je me suis opposé non pas à la protection du parc des Calanques, c'est important ce que je veux dire, mais à la façon dont il était protégé. En fait, il ne l'était pas. On a préparé, regardez, on nous a fait passer des vessies pour des lanternes. On nous a dit, là, il n'y a pas le parc quand vous montez le Cassis, là, parce qu'il y a l'autoroute qui passe. Donc l'autoroute, il passe 10 km de large. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Du béton, du béton, du béton. La Ciotat, on l'a sorti du parc, parce qu'il y avait déjà une partie protégée, on a fait du béton, du béton, du béton. Alors, ce qu'il faut, moi je suis pour la protection, et on a continué à déverser un tiers des métaux lourds de Marseille dans la mer, les baux rouges, on n'en parle pas, etc., etc. Voilà. Alors, si on veut préparer un parc qui est digne de ce nom, il faut voir derrière les idées de certains personnages haut placés qui vont préparer ces parcs. Voilà, parce qu'on a l'exemple flagrant ici. Voilà, bien voir comment il est préparé ce parc, parce que bon, ce qui nous arrive. Je vais vous donner aussi un exemple aussi sur Puge, la création du parc régional. Comme quoi, c'est pas géré non plus au niveau d'un parc régional, c'est fait n'importe quoi. On a la disparition d'une station d'un papillon rare. C'était la dernière station des Bouches-du-Rhône de ce papillon rare. Donc la protection faite par un parc régional, c'est rien. La preuve, là c'est du concret, ça s'est passé l'année dernière. Donc je peux vous dire, parce qu'au moins avec un parc national au niveau d'un cœur, il y a des réglementations. C'est vrai que c'est contraignant, c'est tout ce que vous voulez, etc., etc. Mais au moins il y a quelque chose. Parce qu'au niveau d'un parc régional, je suis désolée, il n'y a rien. Mais on a fait ça. Il y a aucune réglementation. La seule réglementation qu'il y a, c'est sur Natura 2000. On va pas recommencer le Non, débat. mais voilà. Le débat. Mais moi, après, au niveau du parc national des Calanques, j'entends ce que vous dites. C'est pour ça que je me bats. C'est pour pas comme ça, c'est n'importe quoi, n'importe où. Voilà. Ben moi j'ai un exemple l'année dernière. On a perdu une station de papillon rare. La dernière station du Bouches-du-Rhône. Mais il est évident que nous on ne peut pas répondre là-dessus puisqu'on n'est pas membre à part entière du parc Ce que je régional. veux dire, c'est que tout le monde espère que le parc régional, la protection, etc. Il n'y a pas de réglementation avec un parc régional. C'est à ceux qui sont à l'intérieur de faire les règlements. Donc, exactement. Il s'agit de toutes les communes. Bien sûr, il s'agit de ne pas les laisser faire. Si évidemment, comme disait Jean-Pierre, il a posé la question à M. le maire pour savoir exactement ce qui avait été décidé, etc. Nous, on n'a pas de réponse. On ne peut pas avoir de prise là-dessus. Par contre, il est évident que si on était membre, on pourrait intervenir. Et si la commune était membre, elle aurait pu intervenir là-dessus. Après, il faut prendre des avis multiples dans ces cas-là. C'est un dossier qui est extrêmement compliqué. Le parc des Calanques, j'ai participé à plein de réunions avec des arguments et des contre-arguments en veux-tu en voilà, de toutes sortes, de tous les bords, qu'ils soient politiques ou associatifs, etc. Il est arrivé un moment où, moi personnellement, j'ai été, quasiment noyé sous les arguments des uns et des autres, quoi. Parce que chacun se renvoie la balle pour une responsabilité X ou Y. C'est très difficile de se faire une idée précise. Après, comme dit Guy, quand on voit le fonctionnement, effectivement, on se dit que ça pose quand même problème, quoi. Parce que il y a des réglementations qui sont... c'est un peu bizarre quand on enlève une partie
d'un parc à un endroit au milieu du parc, on la sort du parc, elle n'est pas dans le parc. Il y a deux choses différentes. C'est bizarre. Quoi, Il y a deux choses, il y a deux zones différentes. Hein. Il y a la zone d'adhésion et la zone Oui, oui, non, mais bien. Non, mais bien. Avec le quartier, il n'y en a aucune dans le Non, mais même dans le parc. Si. Non, mais attends, je ne veux pas relancer le débat, mais ça prouve juste une chose, c'est que ce n'est pas parce qu'on met un label qu'il soit régional ou national, tu as tout à fait raison, il faut voir ce qu'il y a derrière. Quoi. Donc quand on discute avec certains, moi j'ai discuté avec ceux qui ont les bateaux à Cassis, là, qui font les promenades, là, bon, par le hasard, le plus grand des hasards, j'en ai rencontré un dans un autre cadre, et je lui ai posé la question, vous, le parc des Calanques, ça vous pose problème? Il dit non, nous, pas du tout, nous on fait quasiment comme avant, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc la réglementation par rapport à eux, ça va être un problème. Si on discute avec des pêcheurs, il y en a qui disent je ne peux pas aller où je veux, etc. Parce que bon, voilà, ça fait bien de dire ça, mais il y en a d'autres qui vous disent moi, ça n'a rien changé, hein, je vais toujours. Il y en a même qui sont même contents. Oui. Donc voilà, il y a boire à manger, quoi, vraiment. Bien, on va passer au sujet de l'assainissement. Moi, c'est vous que j'ai envie d'entendre. Donc c'est une problématique qui date d'il y a quelques temps. Pour ceux qui sont, je pense que vous êtes tous au courant, hein, il y a eu une troisième tranche d'assainissement et à Roquefort, on a demandé aux gens de Roquefort de cracher au bassin. Donc, moi je suis intervenu à plusieurs reprises en conseil municipal par des questions écrites. Bon, évidemment, j'avais pas le pouvoir de faire changer les choses, malheureusement. Mais donc, franchement, je l'ai écrit, c'est la manière dont cette tranche a été gérée, c'est discriminatoire par rapport aux gens de Roquefort, enfin aux gens qui sont impactés par ça. Tous les autres quartiers de la Bédou. Absolument. Pourquoi nous on nous taxe plus que les autres au départ? C'est illogique. D'autant que c'est une troisième tranche, donc qui vient après deux précédentes, donc ça devrait faire partie, ça aurait dû faire partie d'un paquet. La tranche aurait dû être faite et il y a 4 ans de ça. En plus. Bon, et on en est où aujourd'hui? Vous en êtes où? Bien, même en scène, en fait. Donc, Marc Galliano, ceux qui ont le branchement à côté, ils sont obligés de se brancher, évidemment. Voilà, moyennant le prix du raccordement, c'est-à-dire les 1 200 € au niveau du tabouret. Et par contre, je veux dire, il y a cette taxe qui se greffe de 15 € du mètre carré, je crois. Ouais, parce que 16 € ne sont rien de la surface. Qui est largement plus importante que ce qui était qu'on se branche, qu'on puisse faire les travaux pour se brancher tout à l'égout, ok. Mais le problème, c'est qu'on a un impôt en plus. Oui. Alors, je ne sais pas, tout à l'heure on disait que ces fameux 1 000 € pour demander la dérogation, qui sont illégaux. Hein. Ça a été rectifié, ça. Puisque moi j'ai fait la demande d'exonération pour le cours Belpéry, logiquement dans le dossier. C'était un cas de demande d'exonération que ces 1 000 € à donner. Donc à partir de là, dans la demande des documents, on ne m'a pas demandé de donner la cote, de donner une participation de 1 000 €. Quand on a posé la question à la métropole, ils nous ont dit, enfin à la Seine et à la métropole, les deux, ils nous ont dit, mais non, on n'a pas demandé ça. On n'a pas demandé ça. On était tous en bas, c'est impressionnant. Mais alors, on leur a dit, mais attendez, mais vous n'avez pas demandé, mais qui c'est qui les a demandé alors? Ah ben nous, on n'a pas demandé. Ah bon, ça c'est pas mal. Mais les gens, ils l'ont reçu quand même. Ils ont reçu, mais on a vu, ils ont tout marqué sur le tableau en bas à Malraux. Oui, mais. Pour expliquer. Donc, réponse, non, mais c'est pas légal, il n'y a pas de problème, etc. Alors, je suppose que c'est à cause de ça qu'à un certain moment, ils ont dû dire, ah oui, c'est bon, on va s'arrêter là, parce que ça, c'est pas normal.
tant mieux. Mais en ce qui concerne donc vous êtes maintenant, même ceux qui ne sont pas raccordés, vous êtes taxés comme étant raccordés. Oui. C'est ça? Oui. Ça, c'est pas normal. On a reçu on est raccordable. Voilà, raccordable, et donc vous payez. Moi, j'ai écrit à la Société des l'eau eaux. assainique. J'ai reçu la facture, j'ai écrit à la Société des eaux, en leur expliquant que j'ai fait une demande d'exonération compte tenu qu'on est très loin du branchement. Donc ils m'ont répondu, j'ai pas payé la facture, et bon, ça a mis à peu près 2 mois, et là ils viennent de me répondre qu'en fait c'était, il te met 10 articles, des articles de loi, tout ce qu'ils ont pondu, que tu comprends absolument rien évidemment. Donc ils disent que c'est pas le doublement, c'est pas le rejet qu'ils nous font payer, mais c'est une taxe. Mais la taxe, c'est la métropole qui l'encaisse. La Société des eaux récupère cette taxe et elle la reverse à la métropole. Donc, c'est énorme. Il y a quand même un problème de fond. Ah oui. Un problème de fond, c'est que demain, on va nous faire payer le bitume. Parce qu'au lieu d'augmenter un impôt, on paye des impôts pour la commune, on paye des impôts pour le département, on paye des impôts pour la métropole maintenant. Mais pourquoi c'est la métropole qui impose à faire? En fait, on paye des travaux directement au fur et à mesure que le travaux arrive. Pourquoi c'est pas un impôt général, une imposition générale qui se fait pour tous travaux? Voilà. Là, on met le doigt dans un engrenage. Demain, on demandera, lorsqu'il y aura des travaux à tel ou tel endroit pour n'importe quel travaux, une participation, un impôt particulier. Voilà. Là, on met le doigt dans un engrenage, c'est un vrai problème. Jacques? Le coût de l'impôt, c'est évident qu'on ne fait pas cadeau. Si on payait, mettons, le branchement, qu'on payait la taxe et compagnie, et qu'on n'ait pas à payer le rejet dans le circuit, mais là, on va le payer, le rejet. Donc on va participer à rembourser tous ces travaux, tout le traitement de l'eau. Bon, c'est vaste, mais je pense qu'on est mort. Non mais ça, c'est pas le problème. Moi j'aurais plus loin que ça, moi le payer parce qu'on y est petit. Mais là on est le doigt dans un engrenage, alors on va payer toutes sortes de travaux. C'est vrai qu'on est à un stade, on ne peut pas dire que si le 22 mars on est élu, on ne peut pas dire qu'on reviendra sur cet aspect-là. C'est pas possible. Par contre, on reprendra le débat avec la métropole parce qu'aujourd'hui, moi je considère que, et notamment ici, notamment à Roquefort-la-Védoule, la métropole, on n'est pas assez vigilant, on n'est pas assez actif, on n'est pas assez présent à la métropole. Et on les laisse faire ce qu'ils veulent. Je vais prendre un autre exemple, celui du maire de Carnoux, Jean-Pierre Georgie. Okay, Jean-Pierre Georgie, la métropole, il l'a fait fonctionner, donc c'est pas un opposant, il l'a fait fonctionner, mais il est présent, il agit au quotidien, il agit tout le temps, il obtient plein de choses, comme Daniel Milon, il obtient des choses, et en plus, il est tout à fait lucide sur le fait qu'il faille la faire évoluer et la faire changer. Donc, et nous, par rapport à la métropole, on cherchera à avoir des majorités pour la faire évoluer, parce que d'eux-mêmes, comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, à l'intérieur de la métropole, ils savent très bien que ça ne fonctionne pas, ou que ça fonctionne mal dans plein de sujets. Donc, il faut se saisir de ces dossiers-là. Je vais prendre un exemple. Il n'y a pas longtemps, la métropole nous a rendu des compétences, a rendu provisoirement des compétences qu'elle avait prises. Et notamment une qui concerne certaines personnes au Bastide, par exemple, enfin, qui concerne tout le monde, mais la compétence sur les chemins des FCI. Voilà. Alors moi, j'ai dit à certains autres élus des environs, ce qu'il faudrait, c'est qu'on se mette d'accord pour dire à la métropole, maintenant, ces compétences, vous nous les avez rendues de manière transitoire parce que vous n'arrivez pas à les assumer, parce que c'est ça la raison, hein, vous n'arrivez pas à les assumer, donc mais maintenant, à la place d'être transitoire, vous nous les avez rendues et on va les garder, et on va les conserver, de manière à retrouver, à reprendre un petit peu de pouvoir sur toutes ces choses qui ont été attribuées à la métropole, toutes ces compétences qui ont été largement trop de compétences attribuées à la métropole. Il y en a une, comme le transport, qui est logique, on va dire, c'est sur l'aire métropolitaine qu'on peut gérer les transports. Celle-là, c'est quelque chose, c'est une compétence qui est logique. Mais la compétence que je viens de décrire sur les chemins des FCI, franchement, il n'y a pas besoin de la métropole pour les gérer.
Et par rapport à l'assainissement aussi, c'est la même chose. Il pourrait y avoir une autonomie par rapport au tarif de l'eau, par exemple aussi. Une autonomie plus importante des communes. Aujourd'hui, la métropole, elle est revenue justement sur l'autonomie des communes en matière de fixation des taux. On arrive encore, il y a des communes qui arrivent encore à faire quelque chose à l'intérieur du contrat avec la métropole, mais ça devient très difficile. Donc voilà, le débat sur la métropole et l'assainissement, là, pour moi, c'est le problème de quelque chose qui s'est décidé sans que nous, on ait notre mot à dire, sans doute parce qu'on ne l'a pas dit, ou peut-être parce qu'on ne l'a pas dit, parce que, bon, franchement, je ne pense pas que les élus qui ont été à la métropole de Roquefort-la-Védoule, il y en avait deux, il n'y en aura plus qu'un, puisque de toute façon, à partir de la réforme, il n'y aura plus qu'un élu. Je n'ai pas le sentiment qu'ils aient été très, très actifs. Même pour tout dire, il y en a une des deux qui a été très inactive et très absente. Voilà, je ne dirai pas plus, mais bon, elle a brillé par son absence tout le long de ce mandat. Voilà, il faut le savoir. Le conseil de territoire, le conseil... Hein, quel nom? Je te le dirai à n'importe quel nom. Madame, ex-première adjointe. Voilà, bon, pour conclure sur le sujet, il y a un élément aussi là-dedans qui est le conseil de territoire. Et les conseils de territoire, c'est un élément par rapport là, notamment à ce débat sur l'assainissement. Si les choses s'étaient décidées en conseil de territoire, on aurait quand même eu un peu plus de vision des choses, un peu plus, un peu plus à taille humaine, pour pouvoir comparer avec d'autres communes, comment ça se passait. Et les conseils de territoire, malheureusement, il va falloir œuvrer pour que, à la place de disparaître, parce qu'ils sont prévus pour disparaître, aujourd'hui les conseils de territoire, ils recoupent les anciennes EPCI, c'est-à-dire il y a le conseil de territoire de l'ancienne agglo, le conseil de territoire de l'ancienne MPM, etc. Non seulement il faudra œuvrer, et nous on s'y engage, à œuvrer pour que ces conseils de territoire ne disparaissent pas, mais qu'en plus ils soient réorganisés sur sans doute d'autres territoires. Et je suis pas, on n'est pas isolé sur ce dossier-là. Il y a beaucoup d'élus, quel que soit d'élus actuels, et sans doute même encore plus d'élus futurs, s'ils le sont bien sûr, qui sont sur, quel que soit leur bord politique, hein, qui sont sur cette vision-là de la métropole, c'est-à-dire s'en servir et la modifier et la faire évoluer. Nous, on l'a combattu, moi je l'ai combattu, la métropole, maintenant elle y est, donc il faut s'en accommoder, mais il faut s'en servir, il faut l'utiliser. Je vais dire juste un truc, par exemple, un conseil municipal, les deux élus du Front National, du Rassemblement National, ont voté contre certaines délibérations venant de la métropole parce qu'ils étaient contre la métropole. Et dans ces délibérations, par exemple, il y avait une demande de subvention pour la construction de la maternelle ou de la crèche. Il n'y a pas plus stupide, quoi. Je veux dire, bon, la métropole peut nous donner de l'argent pour construire quelque chose, et parce qu'on était contre la métropole, moi j'étais contre la métropole, mais donnez-nous de l'argent, on le prend, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas nous qui le prenons, ce sera les autres. Voilà, donc la vision de la métropole par rapport à ce dossier sur l'assainissement, c'est quelque chose d'important. Je voulais dire, hormis le fait qu'on soit dans une EPC, avec la commune, il y a des maires qui défendent aussi leur population. J'ai lu il n'y a pas longtemps. Alors je ne sais plus où c'est en France, mais il y a un maire qui a osé écrire un EDF ou Enedis, je ne sais plus, en disant, parce que beaucoup de personnes dans le village, je pense que c'est un village, étaient contre le compteur Linky, et il a écrit une lettre officielle en disant « Laissez les gens faire ce qu'ils veulent, vous ne les obligez pas à prendre un compteur s'ils ne le veulent pas. » Ça veut dire que peut-être on se laisse, enfin je pense à tout ce qu'on vient de dire, peut-être qu'on se laisse trop faire et on se défend pas. Absolument. Moi je résumerai la chose en disant on ne doit pas être le doigt sur la couture du pantalon par rapport à la métropole. C'est pas normal, c'est pas normal. Même si on est une petite commune et que la métropole elle est trop grande, bon, franchement c'est une organisation qui me convient pas, parce que j'ai toujours milité depuis le début, depuis les EPCI, j'ai toujours milité pour un territoire qui serait l'Est du 13.
Pour moi, la métropole pertinente, enfin la métropole, pardon, le PCI, donc l'établissement public de coopération intercommunale, pertinent, c'est l'est du département, le pôle, La Ciotat, Aubagne, les communes environnantes. Pour moi, ça a du sens. Ça a du sens de manière économique, ça a du sens de manière environnementale, ça a du sens de manière sur la façade maritime, etc. Je ne développe pas plus, mais et ce sens-là, il n'a pas été pris par la métropole. La métropole, elle s'est faite juste sur des considérations extrêmement économiques, et politiques, bien sûr, et économiques. Et c'est tout. Oui. Elle ne s'est pas faite pour les gens, elle ne s'est pas faite pour les habitants. Elle s'est faite de manière tout à fait politique. C'est le contraire de la décentralisation. Voilà. Mais avec la décentralisation, avant la décentralisation, il y avait des responsables qui étaient élus démocratiquement. Maintenant, la métropole, les gens ne sont pas élus. On ne sait pas qui est. C'est un mastodonte, on ne sait pas. Alors on demande au maire, c'est pas moi. On demande, c'est pas moi. Sur le débat politique, sur le débat politique, juste pour conclure là-dessus, il est évident qu'elle n'a pas rempli, la métropole, le rôle qui lui était attribué, c'est-à-dire d'enlever une strate au millefeuille. Mais le millefeuille, il est resté le même parce que le département a continué à exister. Moi, je suis pour le maintien du département et j'étais contre une métropole qui prenne tout le département. Parce que là, on est vraiment dans le millefeuille le plus stupide qui soit. Hein. On le voit dans tous les projets, dans tous les programmes, dans toutes les démarches qu'on doit faire. C'est à chaque fois, c'est département, métropole. Au niveau des routes, etc. Alors celle-là, c'est métropole, celle-là, c'est département. Avant, c'était que le département, avec un interlocuteur. Mais maintenant, on en a deux. Le millefeuille, il n'a pas du tout été réduit. Voilà. Bon. Et après, la métropole, il faut l'investir, il faut y être dedans. J'avais un petit espoir à un certain moment, et pourtant, c'est pas, on va dire, c'est pas mon bord politique. Il y a plusieurs maires de l'Est du 13, dont Roland Giberti, le maire de Gémenos, Georgie et d'autres, plusieurs maires de l'Est du 13 qui s'étaient regroupés pour peser à la métropole. Alors, est-ce qu'ils l'auraient fait comme je l'entends, je ne sais pas, mais en tout cas, pour peser à la métropole par rapport au territoire. Et puis ça s'est délité, je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas continué, ça n'a pas perduré cette organisation, on en a plus entendu parler. Et donc ils avaient fait quelques déclarations pour dire nous on ne veut pas de ça, etc. Et en se mettant à quelques-uns, il me semblait qu'ils pouvaient avoir un certain pouvoir. Et encore une fois, je répète, quelles que soient les étiquettes politiques ou les non-étiquettes politiques. Voilà. Est-ce que si vous avez d'autres... Oui. Pour revenir un petit peu à l'agriculture, Fabio, si tu veux parler de Fabio Tampongé, je ne sais pas si tu connais tout le monde, je ne sais pas, ou si tout le monde connaît Fabio Fabri, pour expliquer justement les projets d'agriculture et tout ce qui pourrait peut paraître incompris au départ, et puis les difficultés aussi. Non, en fait, non, je ne vais pas casser l'ambiance avec les difficultés. Non. Je vais surtout parler de choses positives. Alors, c'est vrai qu'en Roquefort-et-Vedoul, on est connu pour le vin, mais depuis quelques années, on peut aussi manger de la viande et du fromage. Donc ça change. Parce que moi, je pense qu'une bonne agriculture, comme on disait tout à l'heure, c'est une agriculture assez diversifiée. On va commencer à avoir le choix de pouvoir avoir plusieurs... Dans le cas où un jour on a besoin un peu d'autre chose que boire du vin, il faudra aussi avoir des aliments qui peuvent nous nourrir. Donc moi je suis dans ce cadre-là, j'ai une petite exploitation qui fait depuis 4 ans de la production de fromage, de viande et de charcuterie. Je suis dans le parc régional, je suis ici au Grand Connaît, donc je rentre dans cette... D'ailleurs ils sont venus me voir, ils ont commencé à me faire interviewer, faire des photos, tout ça pour me mettre dans le partenariat régional. Donc voilà, il y a ce volet-là, il y a le volet de l'agriculture importante. Qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que oui, c'est une réalité de la Bédoule, une réalité que, comme dans beaucoup de communes, on a oublié, parce qu'il y en avait des vaches, on m'a dit ça, il y a longtemps, il y avait des vaches, il y avait des abattoirs, il y avait plein de trucs dans ce genre. Et on n'a plus de tout ça, et il faut, et je pense dans ce sens-là, il faut inciter les jeunes à retrouver
l'envie, la volonté et l'espoir de pouvoir aller dans cette direction, parce que c'est une très bonne direction. C'est une très bonne direction, c'est pas parce que je la fais, parce que je la trouve très très dure aussi, hein, donc c'est pas forcément une solution facile, mais c'est une solution quand même importante pour l'avenir, si on veut changer et si on veut avoir une vision un peu plus globale dans tout ce qu'on fait. Et oui, dans le cadre, je sais pas, même de ce qu'on disait tout à l'heure, ce que vous disiez tout à l'heure de la variété, de la faune et de tout ça, avoir un élevage, c'est pas juste abattre des bêtes ou les exploiter pour boire du lait. Dans ce cadre-là, c'est surtout avoir des animaux qui sont traités d'une façon correcte, des fois même mieux que les êtres humains, je pense, de la façon dont on vit aujourd'hui. Et ça veut dire aussi mettre une enclave dans une forêt, comme je suis moi, où ça attire à nouveau de nouvelles espèces d'animaux ils sont en train d'arriver, des oiseaux qui arrivent, qui recommencent à... Parce qu'il y a beaucoup de nourriture, c'est riche, quoi. Donc ça, c'est une chose positive. Puis, et puis dans le but tout terre à terre, c'est surtout de donner à manger aux gens. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Si on veut donner à manger à la classe populaire et à toutes les classes en général, pas seulement à ceux qui peuvent se le permettre, il faut arriver à un moment donné à donner la possibilité aux agriculteurs et aux éleveurs qui font un travail compliqué, donner la possibilité donc de donner accessible leur travail, de pouvoir rendre accessible leur travail, c'est-à-dire la nourriture qu'ils font et tout ça. Aujourd'hui, on est dans un monde à l'envers, c'est-à-dire on vit... les agriculteurs font des produits de luxe et donnent à manger aux gens à une petite caste, on va dire entre guillemets, qui peut se permettre ce produit de luxe. Moi, je trouve ça aberrant parce que voilà, c'est le contraire. Le peuple se nourrit chez Auchan, chez tous ces grands industriels de la nourriture, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, chez Lidl, chez toutes les grandes discounts possibles imaginables. Parce que justement, ça s'est renversé chez eux, on peut acheter de tout et n'importe quoi à bas prix, et chez les agriculteurs, on ne peut plus rien acheter de pas cher, et c'est difficile parce que voilà, ils ne sont pas accessibles, puis finalement leur production elle reste pas dans le village, leur production est par ailleurs, donc tout ça c'est aberrant. C'est pas, voilà. Mais je ne voulais pas vous plomber dans l'ambiance, je voulais juste dire que si on veut rendre accessible cette ancienne façon de vivre, c'est-à-dire une façon donc justement où on fait participer le village, parce que moi je suis sur le marché du lait à Bédoul, je suis depuis 8 ans producteur ici au Fort à Bédoul comme fromager, depuis 4 ans éleveur. Et depuis 8 ans, je produis en moyenne 5 tonnes de fromage par an, et depuis 4 ans, je produis en moyenne la même quantité de fromage, plus une tonne et demie de viande, et un peu de charcuterie. Donc c'est pas énorme, mais ça peut aller encore plus que ça. Le problème, c'est la rentabilité, et comment faire pour développer ça. Justement, les volets de l'agriculture que j'entendais tout à l'heure, c'est que pour rendre accessible que les petits agriculteurs, les petits éleveurs comme moi, ils peuvent avoir peut-être un produit moins cher et que tout le monde peut en profiter d'une façon correcte, il faut leur donner peut-être la possibilité de se développer et d'avoir des terres donc accessibles. Et leur permettre de les écouler. Alors, je pense que c'est même pas ça le souci. Alors l'écoulement oui, mais aujourd'hui c'est pas tant le problème de comment j'écoule mon produit, c'est pas ça. C'est comment je peux avoir un accès aux terres pour produire un peu plus et baisser mes prix. D'accord. C'est ça la vraie problématique. D'accord. C'est-à-dire, n'importe quel producteur aujourd'hui fait du bon produit parce qu'il est obligé, s'il veut survivre, à faire du bon produit. Il ne peut pas faire de la merde, entre guillemets, sinon il va faire comme les autres, et donc à ce moment-là, il n'y a pas de raison. Par contre, il est sur un prix un peu élevé. Donc, et on comprend pourquoi, parce qu'il y a un travail derrière qui est fait d'une autre façon, et c'est un travail souvent un peu plus compliqué par rapport à beaucoup de choses, parce qu'on n'utilise peut-être pas de pesticides justement, parce qu'on essaie de pas... Et c'est vrai. À la longue, ça amène des manques. Donc il faut combler. Là, vous parlez tout à l'heure de cette situation qui est un peu aberrante, c'est-à-dire la métropole qui prend le dessus sur les petits villages. Moi, je dirais que dans l'agriculture, c'est l'Europe qui prend le dessus sur les agriculteurs. C'est un peu la même histoire. Aujourd'hui, la métropole, on ne comprend plus rien, donc on est là-dedans, on ne sait pas ce qu'on fait, donc on n'a plus la maîtrise du village.
nous, en tant qu'agriculteurs, on n'est plus maître de notre situation parce que c'est l'Europe qui prend le dessus sur l'agriculture et qui ne gère pas du tout ce qui sont les réalités de chacun, qui sont très différentes et qui n'ont rien à voir avec les grands céréaliers qui touchent 3/4 des subventions et le reste qui ne touchent pratiquement rien. Moi, depuis 4 ans, je ne touche pas un euro de subvention. Bon, ça, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est une politique qui n'est pas forcément très intelligente par rapport à ce qu'on devrait développer. Et pour avoir la possibilité de baisser nos prix, parce que c'est mon souhait et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis devenu éleveur, c'est que je veux absolument, mon objectif c'est pas tant d'être perché ou ranconné avec des buffles, d'être content de faire ce que je fais tous les jours, non, mais c'est surtout que, moi je vous le dis honnêtement, si j'arrive demain à mettre un produit sur le marché qui est moins cher de celui d'Auchan, mais de très haute qualité, je serai l'homme le plus heureux du monde. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de faire ça. Voilà. J'ai envie de dire aux gens qui sont un peu sceptiques, qui ne comprennent pas, parce qu'ils ont un peu encore, entre guillemets, cette ignorance du prix, cette ignorance de ce que c'est la valeur du produit, de comment on le fait et tout ça, quand ils viennent me voir, mais c'est un peu cher. Attends, déjà, vérifie exactement les prix, de quoi on parle, de quel est le terme de paragon que tu as, déjà c'est une chose. Et puis si c'est un peu cher, essayons de faire un effort tous ensemble pour que ce produit devienne moins cher. Parce que ça c'est mon but, c'est pas tant de le faire plus cher, chaque année de l'augmenter comme on fait quand on augmente chaque année chaque chose, l'essence augmente, tout augmente et chaque année on va dans ce sens-là. Non, mon but c'est que si je suis à un toit où je peux pas faire autrement pour pouvoir rester en vie, ben, le but ça serait que je descende dans les années pour devenir de plus en plus potable pour tout le monde. Donc c'est un effort que ça doit être citoyen, c'est un effort qui doit être fait par tout le monde. Donc la première chose que j'invite à vous dire, c'est que fréquenter le marché de la Bédou, ça c'est la première chose à faire. Pas faire comme j'ai vu depuis 2 mois que je suis un peu aberré par cette situation-là, que les gens ils passent par le marché, même pas ils se daignent de regarder ce qu'il y a sur les bancs et ils vont directement à Spar. Alors bon, je suis d'accord, on peut y aller à Spar hein, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas sur le marché. Par contre, quand tu as rempli ta cagette, tu as rempli ton caddie, tu as rempli ton sac de tout ce qu'il y a dans Spar et que tu passes au milieu du marché et que tu regardes même pas ce qu'il y a sur les bancs des marchés, moi je dis il y a un problème. On veut bien manger, on veut bien de choses, mais après il faut faire l'effort derrière. Ça c'est une chose, donc on peut participer avec ça, c'est la chose la plus simple, la plus rapide, c'est-à-dire fréquenter les marchés, aller voir les producteurs qui sont réellement dans la région et qui essaient de faire un bon boulot. On peut les aider d'une autre façon aussi, on va dire bon bah, je peux même volontairement les aller aider, ou peut-être quelque part, ouais j'ai du temps libre, je vais voir ce qui se passe au Grand Cognac, puis je me propose pour lui donner un coup de main, ou ceux qui sont plus généreux, qui peuvent avoir même de l'argent, me le proposer. Je dis, là, c'est des utopies, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on donne beaucoup d'argent pour beaucoup de choses. Je vais dire, il y a de l'argent un peu partout, mais finalement, j'ai l'impression qu'on ne donne pas l'argent pour les bonnes raisons. Et pour le volet agricole, excusez-moi, vous parlez de terre tout à l'heure. Les vignes, ça ne nourrit pas les gens. Les vignes, c'est important, mais ça ne nourrit pas. Ça nourrit l'âme, ça nourrit le cœur, et ça nous fait du bien. Je suis le premier qui n'a bien profité de cette chose. Mais il faut peut-être avoir la possibilité de diversifier l'agriculture au maximum. Et par exemple, pour retourner à ce que je voulais dire sur le prix et sur comment baisser les coûts il faut arriver à rendre, par exemple dans mon cas qui est l'élevage, j'ai un énorme frais mensuel de foin. Il faut, si je veux baisser mon prix, il faut que j'arrive à avoir plus de terre pour pouvoir nourrir mes animaux et donc avoir moins de frais derrière. Ça c'est essentiel. Donc s'il y a des terres en friche, pourquoi pas justement ces terres en friche les récupérer pour pouvoir faire du foin et donc là il y a un travail qui se fait dans ce sens. On permet à Fabri Fabio peut-être d'accroître son cheptel, d'avoir plus de production à la fin de l'année à un prix plus bas et toute la population va en profiter parce qu'il va commencer à acheter un fromage qui va être moins cher de celui qui est à Auchan mais qui est 10 fois meilleur. Ça c'est une chose. Au château de Julance, justement, on en parlait avec des collègues et tout ça. Il y a 20 hectares d'agriculture qui pourraient être exploitables. Il y a 20 hectares qui sont là, qui dorment depuis un moment. Et si j'ai ces 20 hectares, je peux vous assurer que demain, mon fromage il coûtera un tiers, voire la moitié moins cher. Parce que j'aurai ce qu'il faudrait pour moi pour faire. Alors qu'aujourd'hui, j'ai rien. J'ai juste un peu de terre à cultiver, mais qui n'est pas suffisant pour pouvoir nourrir même le petit élevage que j'ai, que c'est de l'ordre de 25 mètres, c'est rien du tout.
C'est bien l'idée que j'ai évoquée tout à l'heure, la diversification. On se sert de la notoriété du vin, et il faut bien sûr la conserver, mais on s'en sert pour développer une autre agriculture. Et quand je parlais des jus, je vois que je n'ai pas dit une bêtise quand même, parce que c'est là où il y a des terrains qui peuvent être récupérables. On est tout à fait dans cette logique-là. Et nous, ce qu'on va proposer, c'est que le marché du dimanche bio, en grande partie bio, il soit développé, qu'il soit mis au centre du village, en même temps que l'endroit où il y aura l'office du tourisme, en même temps que l'endroit où il y aura des animations régulières en plus du marché, pour inciter les gens à reprendre le chemin du village et de la consommation locale. Oui, mais parce que de toutes sortes. L'écoulement, justement, c'est vrai, moi je l'écoule mon produit, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je ne l'écoule pas à la bédoule. Et c'est dommage, parce que le but c'était de l'écouler ici. C'est pour ça que je parlais d'écoulement tout à l'heure. Oui, dans ce sens, je suis d'accord. Il y a un potentiel, on est 5000 habitants au minimum, donc tu pourras très bien écouler. Et si on fait un calcul comme je l'avais fait au début, c'est que tu fais une production pour une majorité de la population. On ne va pas dire qu'on va tous manger que du fromage de Fort-du-Forêt, c'est pas le but. Mais je veux dire, à un moment donné, si tu as besoin de manger du fromage, peut-être qu'il peut y en avoir pour tout le monde. Dans ce sens, je veux dire que il faudrait que les Bédouins soient conscients qu'on peut avoir, grâce à un producteur, peut-être une marchandise, une matière première qui est importante. Et voilà. Et que je ne sois pas obligé à la vendre ailleurs, comme je suis en train de le faire en ce moment. Dans ce sens, je suis d'accord. Mais ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis 8 ans que je suis au Fournier, j'ai créé une clientèle qui était une belle clientèle. J'ai dû arrêter au Fournier de vendre tous les vendredis soirs parce qu'il y a eu les problématiques des travaux qui ont fait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui venait plus à la fromagerie. Mais c'est vrai aussi que pendant les 8 ans que j'ai ouvert la fromagerie tous les vendredis depuis 8 ans et que ça a été régulier pour accroître tout doucement cette clientèle, très peu de Bédouins venaient voir. Très peu de Bédouins. Vous étiez peu connu quand même. Non, j'ai eu 2 émissions télévisées qui sont passées, dont à Marseille et sur la 15-5. Il y avait des gens qui me connaissaient à Nouméa, il y avait des gens qui me connaissaient à Sud-Afrique, il y avait des gens qui me connaissaient en Polynésie française. Je peux comprendre la première année, les premières 2 années, mais on ne peut pas me dire au bout de 8 ans que les gens ne me connaissent pas, c'est pareil. Parce qu'on me connaissait presque dans la France entière. Vas-y, Jean. Vous parlez du marché de la Bédoule. Ouais. C'est une aberration qu'il soit le même jour que celui de Carnoux. Comment expliquer qu'à Carnoux, je ne sais pas le nombre, mais c'est impressionnant le marché de Carnoux, comment il vit. De quel jour? Celui du jeudi. Le même jour que celui du jeudi. Celui du jeudi, tu parles. Oui. L'autre, celui au lieu, c'est celui du dimanche. Et vous avez le même jour, vous avez un marché aussi à Carnoux. Le samedi. Non, c'est le samedi. C'est le samedi. Non, mais. C'est pas un marché, Carnoux. Il faut faire quelque chose pour que ce soit un marché. Carnoux ou la Bédoule, pardon. Ah, mais bien sûr, c'est ce que... Ensuite, ce que je vais vous dire, c'est que ne vous battez pas pour le prix. Si vous avez une qualité exceptionnelle, la mettre. Mais non, les gens. C'est pas ma politique. C'est pas ma politique. Il y en a, mais je suis venu, moi, il était bonne de trucs. Non, mais moi je suis d'accord que ça soit bon, et puis je suis d'accord que. Il était plus cher, mais c'est régalé. Et mais je suis d'accord que parce que c'est bon, c'est pas parce que ça doit être je mens pour des personnes qui ont le pognon pour l'acheter. Non, ça c'est pas du tout la politique. Non, pas. On s'entraîne pour acheter le fromage bon que 10 de mauvais. Fabio, ce que je voudrais, c'est quand tu as monté ton projet, tu es passé par des étapes. Et donc, 2 questions. Actuellement, qu'est-ce que c'est qui te pose problème dans le projet tel que tu l'as? Je sais qu'on avait discuté justement des pesanteurs administratives, des choses qui ne viennent pas, etc. Et toi, vis-à-vis d'une municipalité, qu'est-ce que tu aimerais que la municipalité fasse pour toi dans ce sens-là, que tu estimes raisonnable? Alors, pour pouvoir avancer correctement, qu'est-ce qu'elle peut faire la municipalité? Moi, je pense que la municipalité, elle pourrait, puisqu'on est dans un village agricole, avant tout, je pense, avant même de dire que c'est un village industriel parce qu'il y a la zone du Caire, je pense qu'on est dans un village agricole parce que la Bédoule est née comme ça. Il faudrait que la municipalité mette à disposition des agriculteurs justement des outillages, par exemple, qui puissent être
elles puissent, comme il y a des moyens pour tout, dans ce qui est le nettoyage, dans ce qui est là, ils puissent dire, bon, bah, on fait une CUMA, on fait quelque chose, on met à disposition, si on veut peut-être donner la possibilité à des jeunes de s'installer, de faire, on crée des installations, et puis je sais pas, on peut créer une interaction des centres où quelqu'un peut intervenir pour nous aider si on a besoin. Et comprendre, je sais pas, il y a plein de choses à faire maintenant dans l'esprit. Avant tout, je dirais proposer des terres en friche, par exemple, comme moi j'étais allé il y a quelques temps, j'étais allé chez le maire Orgeas, je lui ai demandé quelles étaient les terres en friche disponibles pour pouvoir accroître ma production de foin, parce que c'est le nerf du combat. Si tous les mois je dépense 2500 € de foin pour nourrir les bêtes, c'est pas rentable l'histoire. Donc, et c'est la réalité d'aujourd'hui. J'en ai pour 2500 tous les mois pour nourrir 15 bêtes. Quoi. Je veux dire, bon, ça va, on va pas trop loin avec cette histoire. Mais on est en train de travailler justement pour ouvrir les espaces en pastoralisme, pour avoir des parcours qui puissent être, et pour pouvoir mettre des bêtes à l'intérieur. Donc pour le travail aussi de coupe-feu, parce que ça c'est le but initial, et c'est ce qu'on va faire dans les prochaines années. Donc aujourd'hui la municipalité, la priorité de la municipalité c'est peut-être comment aménager les espaces verts pour les agriculteurs, comment les aménager, comment les distribuer, et quel outillage ils peuvent donner à ces gens, à ces personnes qui ont envie de travailler, qui ont envie d'avancer dans ce sens. Ça c'est une chose. Pour moi, dans ce qu'on a dit, il y a quand même des réponses. Par rapport au territoire, j'ai parlé des Julans, bien sûr. Donc, la municipalité de Roquefort-la-Bédoule n'est pas propriétaire de beaucoup de terrains agricoles. Elle est propriétaire de beaucoup de terrains boisés. Et ça, c'est la deuxième réponse. Et ça, c'est une excellente idée par rapport au pastoralisme, par rapport à l'utilisation de ces espaces-là. Ensuite, créer des parcs. Oui, mais ensuite, que peut faire la municipalité? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Développer le marché, développer le circuit court, y compris pour la cantine et la restauration collective, etc., etc. Et développer le marché, ça veut dire quoi? C'est pas simplement en disant, comme ça a été fait, oui, on va faire venir 10 personnes. Le marché bio de la Bédoule, il a démarré à l'initiative d'une personne qui se prévalait de pouvoir faire venir X marchands. Il a vendu ça à la commune d'une manière quasiment, on va dire, commerciale, quoi, hein. Or, c'est pas ça un marché bio. Un marché bio et un marché de producteurs locaux, c'est les faire venir d'ici et des alentours avec une structure collective, avec l'aide avec une animation, comme je disais tout à l'heure, une animation à côté de ce marché-là, régulière, avec un office de tourisme qui puisse faire la promotion de ces produits-là. C'est un ensemble de choses. Nous, on est prêts à cet ensemble de choses-là. Et franchement, on vous a rencontré ce soir, mais on en parle déjà depuis longtemps. Moi, du fromage, j'en mange pas, donc je ne m'aille pas comme client parce que j'aime pas le fromage. Donc ça, c'est un gros problème. Heureusement que tout le monde n'est pas comme moi. Il a perdu le roi. Alors, c'est vrai que c'est une tendance aujourd'hui. Mais ça devient de plus en plus difficile. Mais vous pouvez compter sur nous. Je ne dis pas individuellement, ce n'est pas une promesse individuelle que je fais. Hein. C'est une promesse collective. C'est quelque chose, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur, c'est de revitaliser le centre du village. Et un des éléments de cette revitalisation, c'est effectivement le commerce et c'est la ruralité. La Bédoule est considérée comme une commune rurale. Elle est dans les communes, dans la nomenclature des communes, elle est considérée comme une commune rurale, qui plus est pauvre. Voilà, on est considéré comme ça. Donc ça c'est, dans les statistiques, on est considéré comme ça. Bien, mais sauf qu'il nous reste quasiment plus rien de la ruralité. Pas plus rien, mais il nous reste pas beaucoup. Il faudrait développer, moi j'essaie d'amener là-haut des associations, peut-être qu'il va y en avoir une qui va arriver pour pouvoir mettre de la volaille et d'autres productions. Donc voilà, il faut pouvoir donner. Mon souhait c'était de mettre un jour au Grand Connet. Bon, on est toujours à Roquefort-la-Bédoule, mais c'est quand même le Grand Connet, c'est une zone de passage, une zone de pèlerinage à l'époque, dans le passé. Et c'est un carrefour où voilà, les personnes ils arrivent des quatre coins de la région, ils arrivent de la Ciotat de Cérès, ils arrivent de Roquefort-la-Bédoule, ils arrivent aussi de Signes et tout ça.
un pôle alimentaire où on pouvait faire un genre de vente de produits de première nécessité et de qualité. Bon, peut-être que j'y arriverai dans quelques années, mais ça c'est un peu un projet. Peut-être conclure. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que vous aurez pas un, mais deux alliés, notamment un à côté. Moi, sans aimer le fromage, mais un allié par rapport à ce débat-là, mais de manière tout à fait sincère et honnête, je vous le garantis. Est-ce qu'il y a d'autres sujets ou d'autres questions? Une dernière chose aussi qui me vient à l'idée, c'est que dans les changements de législation sur l'agriculture, il ne faut pas oublier qu'au niveau des utilisations phytosanitaires et autres, il va y avoir certainement des choses un peu plus draconiennes qui vont se mettre en place. Et donc la vraie question, c'est de dire, on a des zones qui sont pour discuter avec des habitats, c'est quel type d'agriculture on pourra faire sur ces zones-là. C'est-à-dire que même de l'agriculture en bio, ça nécessite quand même des produits pour vivre, et c'est quand même une certaine possibilité. Donc il faut utiliser du matériel adapté, ou alors faire des cultures qui soient adaptées à la promiscuité de l'habitat. Voilà, donc c'est des choses auxquelles il faut commencer, je pense, à phosphorer et avoir toutes les capacités techniques de pouvoir mettre en place ce genre de projet. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, pardon. Vas-y. Une petite question, juste pour tout ce qui concerne les énergies vertes et les possibilités de collectifs en termes de solaire, éolien, etc. Enfin, on a beaucoup d'informations, mais on ne sait pas trop en termes des communes, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme soutien pour développer des collectifs ou en association, j'en sais rien, en lien avec les municipalités pour pouvoir développer des énergies vertes en se rassemblant à plusieurs riverains. Est-ce qu'il y a des liens entre les communes et les aides qui sont possibles pour accompagner ce type d'initiative? Ma connaissance, bon là, c'est pas un domaine où... Est-ce que c'est pertinent? Oui, c'est pertinent. Alors, par exemple, sur la Ciotat, en ce qui concerne le solaire et les panneaux photovoltaïques, il y a une association qui existe depuis quelques temps et qui monte des projets justement pour installer des panneaux photovoltaïques. Donc ils prennent en charge toute la partie technique et leur but c'est bien entendu de favoriser ce type d'exploitation. Donc ça, je pense que dans ce cadre-là, ça peut être des projets qui pourraient être intéressants. Alors nous, sur la Ciotat, au niveau du Jardin d'Espérance, on est en contact avec ces personnes et on va faire un petit projet pilote, parce qu'on n'a pas des gros bâtiments, mais justement on est en train de voir pour installer un panneau photovoltaïque sur des locaux que nous avons et que cette association puisse avoir une image à montrer sur ce qu'elle peut faire. Voilà. Il y a tellement d'entreprises, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, donc en tant que... Mais après, pourquoi pas avoir en lien avec les communes, de sélectionner des entreprises sérieuses Encore une fois, là, on revient à une chose, c'est que si une municipalité n'a pas forcément des pouvoirs, elle a la capacité de pouvoir centraliser des choses et de donner des dynamiques. Ça, c'est quelque chose sur lequel... Voilà. Donc en fait, quand il y a une dynamique qui va dans un sens, si effectivement on peut travailler sur les énergies renouvelables et autres, là effectivement, elle peut être source d'information, source de projets, caler les projets, faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement, qu'il y ait n'importe quoi qui soit fait avec les projets, et puis surtout que ça corresponde à ce qu'attendent les habitants aussi. Parce que c'est pas bien, c'est pas le but de leur pondre des choses que peut-être les habitants n'ont pas besoin ou pas, mais c'est justement avec ces demandes-là et le fait de commencer à mettre en place des dynamiques qui soient complètes. Et c'est pour ça mais c'est une volonté, c'est une question de volonté, la manière de construire, la façon de construire, et ça mérite d'être étudié à fond et très largement, de prendre tous les renseignements nécessaires auprès de tous les opérateurs, constructeurs, etc. Ce qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant. On fait du coup par coup. Nous, ici, on répare un truc pour que ça soit un peu mieux isolé, puis on répare autre chose, on en refait quelques trucs dans la mairie pour que ça soit il y ait un peu moins de perte d'énergie. C'est tout ce qu'on fait. On ne fait pas grand-chose de plus. Or, il y a quand même beaucoup plus à faire. Je vais donner un exemple. Le marché qui a été attribué au centre-ville, il y avait 4 sociétés qui ont soumissionné. Et le marché, il a été attribué à une société
Oui, sur la place. Il a été attribué à une société. C'est pas celle-là. Le choix des énergies, ça n'a pas été le choix numéro 1. C'est pas la société qui avait la meilleure proposition à ce terme, sur ce sujet-là. Donc on n'a pas fait de ça une priorité. La mairie n'a pas fait de ça une priorité. Et il faut en faire une priorité, absolument. Maintenant, en Italie, par exemple, il y a des règles d'urbanisme qui obligent les gens à faire de l'énergie renouvelable pour partie, au moins pour partie, en fonction de toutes les modifications de construction, toutes les constructions nouvelles sont soumises à cette règle-là. Nous, on ne l'a pas, mais on pourrait se dire qu'on va inciter les gens et les aider. Il y a bien une opération façade pour refaire une façade. Il pourrait très bien y avoir une opération économie d'énergie quand vous faites une maison. Ça dépend à peu près des mêmes sources de financement. À commencer par les bâtiments aussi. Voilà. À commencer par les bâtiments, bien sûr. À commencer par les bâtiments. Mais c'est ce que je te dis. De temps en temps, on voit apparaître en conseil municipal une délibération. Bon, ça fait 25 ans que j'y suis, donc voilà, j'en ai vu quelques-unes quand même. On voit apparaître de temps en temps une délibération pour on va économiser de l'énergie dans tel bâtiment ou dans tel autre. Mais c'est du coup par coup, quoi, vraiment. Il n'y a même pas une vision globale des choses. Pour la petite Gérard, anecdote, il y avait le professeur Giraud qui avait failli accepter, qui avait étudié le positionnement d'éoliennes. Et seulement c'était en haut de la crête. Il a eu peur que les conséquences visuelles lui démolissent. Le débat sur les éoliennes, c'est un grand débat. Il n'est pas fini. C'est pas que du vent. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est compliqué. Et je vais reprendre l'exemple de l'Italie, au village, à Cagnes, au village avec lequel on a le jumelage. On leur a imposé des éoliennes qui sont sur une colline vers la mer. On leur a imposé. Bon, voilà, ils n'ont rien pu faire contre. Et ils n'en retirent aucun bénéfice. C'est-à-dire que l'énergie qui est produite là, elle va ailleurs. Et eux, on leur donne, je ne sais plus, surtout, il faut 5 000 euros de location. Il faut faire très attention avec les éoliennes pour les animaux. En plus, alors. Parce que nous, on est dans une zone où il y a beaucoup d'animaux, donc les éoliennes, c'est pas du tout compatible avec les animaux. Anecdotiquement parlant aussi, mon fils était en Norvège en stage de journalisme et il a fait un reportage sur l'installation d'éoliennes dans un certain endroit où il y a les Samis, les éleveurs de rennes, qui ont leurs rennes. Et ils se sont relevés contre ça, c'est allé en justice, etc. Donc, bon, enfin, il a couvert ça du point de vue journalistique. Pour eux, c'est une catastrophe, quoi. Les éoliennes sur ce territoire-là, c'est une catastrophe. Dans une situation difficile. Il faut faire attention aux éoliennes. Bon, moi, on va dire pas défavorable, mais faut faire attention. Bien. Merci, j'espère que vous avez appris certaines choses. Merci.